je n'avais pas l'intention d'aller au mariage de Jessica. Honnêtement, je pensais qu'elle se serait déjà enfuie et que toute l'affaire surgirait sur Facebook avec une série de photos fortement filtrées, un célébrant de plage à moitié nu, et une de ses légendes sur le fait de trouver la paix dans les bras de son âme sœur. Mais au lieu de cela, c'est arrivé par la poste, une épaisse enveloppe blanc cassée avec des lettres dorées qui éplaient son nom complet comme un décret royal. Jessica Ann Whitmore vous prie de lui faire l'honneur de votre présence. Et sous les polices fantaisistes, il y avait mon nom, écrit à la main à l'encre noire, et un post-it délicatement pressé sur le bord de la carte de réponse qui disait « J'espère que tu pourras porter quelque chose d'approprié ». Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e fois. Je me suis assise sur mon canapé et je l'ai fixé comme si c'était un piège. Approprié, pas confortable, pas ce qui te fait te sentir belle, mais approprié. Et le clin d'œil, cette petite boucle d'encre suffisante, criait pratiquement « Je pense toujours que je suis mieux que toi ». Et me voilà, à 36 ans, à encore encaisser les piques sournoises d'une fille qui volait mes vêtements et mentait à ce sujet avec les larmes aux yeux. La dernière fois que j'ai vu Jessica en personne, je venais de rentrer d'Afghanistan, ma 2e mission. Mes cheveux étaient plus courts, mes yeux plus lourds et ma patience réduite à peau de chagrin. Notre mère a pleuré à l'aéroport, mais Jessica est restée raide, les bras croisés, comme si je revenais de vacances auxquelles je ne l'avais jamais invitée. Elle m'a serré dans ses bras comme quelqu'un saluant un collègue qu'elle tolère à peine, et lorsque maman a demandé si je partagerais des anecdotes amusantes de l'étranger, Jessica a ajouté « Évite peut-être le sang et les traumatismes, on va bientôt manger ». C'était il y a 8 ans. Nous n'avons plus vraiment parlé après ça. J'ai mis l'invitation sur mon frigo, en partie par habitude, en partie parce que je ne voulais pas qu'elle traîne sur mon comptoir pendant une semaine. Elle était accrochée là à côté d'un aimant qui disait « Mon chien et moi parlons de toi ». J'étais tout à fait prête à l'ignorer jusqu'à ce que maman m'appelle et me dise « Émilie, ce serait très important pour ta sœur que tu viennes ». Elle a vraiment travaillé dur sur ce jour. Travaillé dur comme si elle n'avait pas de wedding plané, un tableau Pinterest complet et un fiancé qui repassait probablement ses chaussettes. J'ai pris sur moi et j'ai dit que j'y penserais, ce qui, pour être honnête, était déjà plus que ce à quoi Jessica s'attendait probablement. Le lendemain matin, je me suis retrouvé à regarder les vols, et le soir j'avais réservé une place sur le vol de nuit pour Richmond. Je me suis dit que c'était pour maman, qu'elle méritait d'avoir ses 2 filles sous le même toit sans avoir besoin de sédatifs. Mais si je suis honnête, et j'essaie de l'être ici, je pense que j'y suis allé à cause de cette fichue note, de ce clin d'œil, de cette implication que peu importe ce que je ferais, je serais toujours la déception en botte de combat. Et peut-être, au fond de moi, je voulais juste la voir se tortiller. Le jour où j'ai atterri, je suis entré dans la maison où j'ai grandi, et ça sentait toujours la même chose, le nettoyant au citron, le pot pourri bon marché et la faible odeur de tension non résolue. Maman m'a serré fort dans ses bras et a reculé avec les yeux larmoyants. Elle a chuchoté, « Tu as bonne mine, ma chérie, fatiguée mais bonne. » Et Jessica ? Elle a levé les yeux de son téléphone et a dit, « Waouh, tu te coupes toujours les cheveux toi-même ?» Nous avions 36 et 32 ans, mais elle savait toujours comment porter un coup sans hausser la voix. Le dîner de ce soir-là ressemblait à une pièce qui ne finit jamais. Maman parlait trop pour couvrir les silences, et le fiancé de Jessica, Daniel, s'efforçait trop de s'intéresser à ma vie. Je ne lui en ai pas voulu. Il ne savait pas. Il n'a pas grandi en regardant Jessica simuler des pleurs pour se sortir des ennuis ou faire des crises de colère qui menaient à ma punition. Il n'avait pas vu la façon dont elle tordait une situation si forte autour de son doigt que la vérité se briserait avant qu'elle n'admette jamais sa faute. À un moment donné, Jessica s'est penchée au-dessus de sa salade et a dit, « Au fait, Monsieur White est hors limite, évidemment. On reste traditionnel, eh bien. » Elle a souri doucement. Vous savez qu'elle ne l'a pas dit, elle n'avait pas besoin de le faire. Tu n'es pas pur. Les mots flottaient dans la pièce comme de la fumée. Daniel avait l'air confus, maman baissait les yeux sur son assiette, et moi, eh bien, j'ai juste acquiescé. J'ai souri comme si c'était une blague, comme si elle ne venait pas de m'habiller de honte devant tout le monde avec une seule phrase. J'ai pris une gorgée de vin et j'ai dit, bien sûr. Je ne voudrais pas te voler la vedette. Cette nuit-là, dans la chambre d'amis, j'ai fixé le ventilateur de plafond qui tournait lentement et j'ai pensé à la version de moi-même dont ils semblaient tous se souvenir, la fille qui s'est enivrée au bal de promo et a manqué le couvre-feu, la fille qui s'est engagée à 19 ans et n'a pas envoyé de carte postale, la fille qui est rentrée à la maison avec des cicatrices que personne ne voulait voir. Pour eux, j'allais toujours être cette fille, pas la femme qui avait transporté des corps saignants à travers le sable,
pas celle qui avait résisté au tir de mortier et s'était dit de ne pas pleurer tant que ce n'était pas fini. Pour eux, la pureté signifiait ne jamais faire d'erreur, ne jamais tomber, ne jamais saigner. Et j'avais fait les trois. Vers minuit, je suis allé dans l'ancienne chambre de Jessica, surtout pour voir si elle avait redécoré ou s'était effacée comme elle avait l'habitude de m'effacer des albums de famille qu'elle réarrangeait dans son propre petit sanctuaire. Mais non, c'était toujours rose et immaculé, comme une salle d'exposition Barbie qui refusait de vieillir. Sur une étagère haute dans le placard, derrière une rangée de boîtes à chaussures, j'ai trouvé quelque chose d'inattendu, une petite boîte en bois avec ses initiales gravées sur le dessus. À l'intérieur, une pile de vieilles lettres attachées avec un ruban, une rose desséchée et un petit sac en plastique contenant un test de grossesse, positif, et un papier plié en dessous, taché par l'eau mais toujours lisible. Ryan, ne rappelle plus, s'il te plaît. Je ne peux pas gérer ça maintenant. Mes parents me tueraient. Je l'ai fixé pendant longtemps, et pour une fois, je ne me suis pas senti en colère. Je me suis senti lourde, pas à cause du jugement, pas à cause de la vengeance, mais à cause du poids énorme du nombre de mensonges avec lesquels nous vivions tous. Et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose, je n'étais pas la seule à faire semblant d'être quelque chose que je n'étais pas. Mais la différence ? Je n'avais plus rien à perdre. Alors quand elle m'a dit de ne pas porter de blanc parce que je n'étais pas pure, elle n'avait aucune idée de la distance qui séparait sa petite fantaisie de la vérité. Et c'est alors que j'ai décidé que si elle voulait quelque chose de traditionnel, je lui donnerais quelque chose d'inoubliable à la place. Le soleil du matin avait à peine filtré à travers les rideaux fins lorsque je me suis réveillé dans cette vieille chambre d'amis qui sentait encore légèrement la poussière et la lavande, comme si le temps avait passé partout sauf à l'intérieur de ces quatre murs. J'avais mal au dos à cause du matelas trop mou, et ma mâchoire était douloureuse à force de la serrer pendant mon sommeil. Je me suis tourné sur le côté, les yeux se posant sur la boîte en bois que j'avais trouvée la nuit précédente, la boîte à secrets de Jessica, rangée comme une tache sale sous une robe blanche. Je ne l'avais pas rouverte depuis la nuit précédente, mais elle était posée sur la commode comme si elle avait quelque chose à dire, et je n'étais pas sûr d'être prête à écouter. Mais je savais une chose, la vie de ma sœur, la fantaisie de la mariée parfaite qu'elle affichait, n'était pas aussi impeccable qu'elle voulait le faire croire à tout le monde. Et peut-être que cela signifiait que je n'étais pas la seule menteuse dans la famille, après tout. J'ai pris une longue douche, laissant l'eau brûler juste assez pour me réveiller complètement. Pendant que je me tenais là sous les jets, je n'arrêtais pas de penser à ce nom, Ryan. Il avait été griffonné d'une écriture pointue et désordonnée, le genre qui semblait précipité ou effrayé, ou les deux. Je me souvenais vaguement de lui. Il avait été le petit ami de Jessica à l'université, à l'époque où elle traversait sa phase artistique, la même époque où elle portait des bottes de combat avec des robes et faisait semblant d'aimer la musique folk. Je n'avais pas pensé à lui depuis des années, et même à cette époque, je n'avais entendu son nom que chuchoter pendant les dîners de famille lorsque papa demandait si ce garçon avec la guitare avait enfin trouvé un emploi. Après m'être habillé et avoir évité la gêne du petit déjeuner où maman essayait de me forcer à manger des œufs comme si c'était une sorte de rameau d'olivier, j'ai attrapé mon téléphone et j'ai fait une rapide recherche sur les réseaux sociaux pour Ryan. Son nom de famille était suffisamment unique pour le réduire, et en quelques minutes, je l'avais trouvé. Son profil était privé, bien sûr, mais sa photo de profil en disait assez, mêmes yeux doux, mêmes cheveux en bataille, mais maintenant il tenait un bambin sur sa hanche et souriait comme un homme qui avait compris les choses, ou du moins avait appris à faire semblant. J'ai fixé la photo pendant un moment avant de cliquer sur message. Je n'ai pas trop réfléchi. J'ai simplement tapé « Salut, c'est Emily, la sœur de Jessica. J'ai trouvé quelque chose que je pense que tu devrais savoir. On peut se parler ?» Je l'ai envoyé et j'ai jeté le téléphone sur le lit, espérant à moitié qu'il ne réponde pas, à moitié espérant qu'il le ferait immédiatement. Il ne l'a pas fait, pas au début. Alors je suis descendu, j'ai préparé une tasse de café noir et je me suis assise sur le porche pendant que Jessica papillonnait à l'intérieur de la maison comme un papillon dérangé, vérifiant les arrangements de table, envoyant des SMS aux fournisseurs et aboyant sur maman à propos de la playlist qui ne comportait pas assez de chansons propres. Elle est sortie à un moment donné, tenant un presse-papier comme si elle dirigeait une foutue opération militaire. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes de soleil et a dit « juste un rappel, pas de blanc au dîner de répétition non plus. Les photographes seront là, et je veux juste que les choses soient coordonnées. » J'ai pris une lente gorgée de mon café, j'ai soutenu son regard et j'ai dit « je porterai du beige. Je ne voudrais pas polluer le schéma de couleur avec mon impureté. » Elle a cligné des yeux, incertaine de savoir si je plaisantais,
puis a poussé ce petit rire faux qu'elle utilisait toujours quand elle ne savait pas si elle était insultée. « Tu es drôle » a-t-elle dit, puis s'est retournée et est rentrée à l'intérieur comme si elle avait une couronne à polir. Je détestais la facilité avec laquelle elle pouvait rejeter les choses, tout balayer d'un rire et d'un mouvement de son poignet, comme si rien ne lui collait jamais, comme si elle n'avait jamais saigné, supplié ou fait d'erreur. Mais j'avais la preuve maintenant, n'est-ce pas? Cette boîte à l'étage était comme une arme chargée, et j'étais la seule à savoir comment l'utiliser. Il était environ 14 heures de l'après-midi lorsque Ryan a finalement répondu. Son message était court, juste une question, qu'est-ce que tu as trouvé? Je lui ai dit la vérité, à propos du test, de la lettre, du fait qu'elle avait caché une grossesse pendant leur relation. J'ai proposé de le rencontrer ce soir-là, loin de la maison, juste pour parler. Il a accepté, et nous avons choisi un restaurant discret à la périphérie de la ville, le genre d'endroit où le café est mauvais, mais les banquettes offrent de l'intimité. Quand je suis entré, il était déjà là, plus vieux mais pas méconnaissable. Il s'est levé quand il m'a vu, incertain de savoir s'il devait sourire ou non. Je me suis assise en face de lui, et pendant une minute, nous nous sommes juste regardés comme des étrangers essayant de retrouver une familiarité dans une histoire partagée. Finalement, j'ai fait glisser les photos que j'avais prises de la note et du test sur la table. Il les a fixées pendant longtemps, puis s'est penché en arrière, passant une main dans ses cheveux comme s'il essayait de retenir 20 ans de confusion. Elle ne m'a jamais rien dit, dit-il doucement, sa voix. Elle m'a juste ghosté. Je pensais peut-être que j'avais tout gâché, que j'avais fait quelque chose de mal. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot, et il m'a regardé avec des yeux qui n'étaient pas en colère, mais stupéfaits. Pourquoi tu me montres ça maintenant? Je n'avais pas vraiment de réponse qui ne sonne pas mesquine ou cruelle, mais je lui ai dit la vérité, parce qu'elle m'a dit que je ne pouvais pas porter de blanc, a dit que je n'étais pas pur, et j'ai juste pensé que peut-être quelqu'un devrait lui rappeler qu'elle n'est pas la Vierge Marie, non plus. Ryan laissa échapper un rire doux, pas par humour, mais par incrédulité. Elle a toujours aimé jouer l'innocente. Nous restâmes assis en silence pendant un moment. Je lui ai dit que je n'allais rien en faire, sauf si j'y étais obligé. Je ne cherchais pas à faire exploser sa vie. Je n'étais pas si sans cœur. Mais je n'allais pas non plus la laisser m'humilier à nouveau devant une centaine d'invités avec un sourire sur son visage et un couteau sous la langue. Il a dit qu'il comprenait. Et avant que nous ne partions, il a posé une dernière question, « Pourquoi es-tu revenu ?» Vraiment? J'ai fait une pause. Parce qu'elle s'attendait à ce que je ne le fasse pas. Parce qu'ils le faisaient tous. Je suis retourné à la maison ce soir-là, plus calme que je ne l'avais été depuis des années. Je n'étais pas encore sûr de ce que j'allais faire des informations que j'avais, mais j'étais sûr d'une chose, je n'allais pas disparaître dans l'arrière-plan comme je l'avais toujours fait. Et si Jessica voulait un mariage parfait, elle allait devoir le faire en se tenant à côté de la vérité, même si elle se tenait silencieusement en uniforme militaire au bord de la foule. Parfois, le silence dit tout. Le matin du mariage a commencé avec un mal de tête, pas le genre qui pulse derrière vos tempes comme une gueule de bois, mais le genre qui commence profondément derrière vos yeux et se propage vers l'extérieur comme un système de pression se déplaçant à travers votre crâne. J'avais à peine dormi la nuit précédente, maintenu éveillé par le poids de tout ce que je savais et de tout ce que j'essayais de ne pas en faire. La maison était déjà animée par des coiffeurs et des maquilleurs au moment où je suis descendu, chacun se faufilant autour de Jessica comme si elle était faite de verre et de rage, riant trop forte à ses blagues et hochant la tête avec le genre d'énergie terrifiée habituellement réservée aux situations d'otage. L'odeur de la laque, du parfum et des plateaux de traiteurs fraîchement cuits remplissait l'air, rendant difficile la respiration sans goûter la douceur artificielle de la fantaisie de quelqu'un d'autre. Jessica ne m'a pas regardé tout de suite quand je suis entré dans la pièce, supposant probablement que j'avais compris l'allusion et que j'avais tranquillement disparu pendant la nuit. Mais quand je suis entré dans la cuisine pour prendre un café dans mon vieux t-shirt de l'armée et mon pantalon de survêtement, sa tête s'est redressée avec cette expression de cerf pris dans les phares qu'elle portait toujours quand j'apparaissais dans des endroits où elle ne voulait pas que je sois. Sa bouche a légèrement tressailli, à moitié sourire, à moitié rictus, et elle a dit, « Oh bien, tu es toujours là. Je pensais peut-être que tu étais parti sans rien dire. » J'ai souri et répondu, « T'entends, mais je me suis dit que si j'allais gâcher ton grand jour, je devrais le faire en personne. » C'était le genre de blague qui a fait cesser de rire immédiatement toutes les autres personnes dans la pièce, incertaines de savoir avec quelle sœur elles étaient censées être d'accord. Jessica a roulé des yeux et a reporté son attention sur son fer à friser, mais j'ai remarqué que sa main tremblait légèrement, juste pendant une seconde. C'était presque imperceptible, mais c'était là. J'ai passé la matinée à l'arrière-plan,
la regardant flotter de pièce en pièce comme une reine supervisant son couronnement. Tout le monde la complimentait, tout le monde l'adorait, et personne ne la questionnait, pas même notre mère, qui planait près d'elle comme un satellite désespéré de rester en orbite. Pendant ce temps, je n'étais qu'un inconvénient décoratif, un bouche-trou avec trop d'histoire et pas assez de tact pour être paradé comme un poney de spectacle. J'étais la vérité inconfortable enveloppée dans des bottes de combat et des tissus cicatriciels émotionnels, et ils espéraient tous que je resterais silencieuse, que j'acquiescerais poliment et que je me fondrais dans le papier peint comme la honte que personne ne voulait reconnaître. Vers midi, Jessica m'a tiré à part dans le couloir, son maquillage à moitié fait et sa voix basse mais aiguë. « Écoute, je vais le dire une fois et une seule, ne fais pas de ça une affaire personnelle. Ne porte pas de blanc, ne fais pas de discours, ne respire même pas trop fort. Aujourd'hui n'est pas le jour de rappeler aux gens que tu existes, Émilie. » J'ai hoché la tête calmement, faisant semblant d'être d'accord, faisant semblant de me soumettre, comme je le faisais toujours quand nous étions plus jeunes et qu'elle chuchotait des insultes sous son souffle quand nos parents ne regardaient pas. Elle a souri, satisfaite d'avoir délivré son avertissement, et s'est retournée vers sa chambre avec la confiance de quelqu'un qui croyait vraiment avoir gagné quelque chose. Mais elle n'avait aucune idée que la veille au soir, j'avais déjà choisi exactement ce que j'allais porter, et ce n'était pas du beige. Après qu'elle ait disparu dans le couloir, je suis remonté dans la chambre d'amis et j'ai tranquillement ouvert la housse à vêtements que j'avais cachée au fond du placard, derrière une vieille malle de matériel de pêche de papa. À l'intérieur se trouvait mon uniforme militaire complet, fraîchement nettoyé et repassé, avec chaque médaille et épinglette exactement où elle devait être. Les bleus étaient profonds et nets, les chaussures polies comme un miroir, et les boutons en laiton captaient la lumière comme de petits projecteurs délibérés. J'ai passé mes doigts sur les coutures, sur les rubans qui représentaient des choses sur lesquelles personne dans cette maison ne m'avait jamais interrogé, et j'ai pris une profonde inspiration avant de commencer à me changer. En m'habillant, j'ai pensé à l'absurdité de ce que cette journée était censée signifier. Jessica, la mariée pure, descendant l'allée dans une robe de la couleur de la perfection, faisant semblant qu'elle n'avait jamais saigné, péché ou menti une seule fois. Le tissu blanc était un costume, un symbole pour une vie qu'elle n'avait jamais vraiment vécue mais qu'elle voulait désespérément que tout le monde croie. Pendant ce temps, j'étais celle qui avait sacrifié, qui avait servi, qui avait vu des gens mourir et qui avait vécu ma propre guerre, et pourtant on me disait de me cacher dans du beige parce que je n'étais pas apte à la fantaisie. J'ai épinglé mes médailles avec précision, étoiles de bronze, médailles de recommandation de l'armée avec bravoure, purpelate, chacune placée avec soin, un morceau d'une vie qui avait été forgée dans le feu et le courage, pas dans des arrangements floraux et des dégustations de gâteaux. Quand j'ai reculé et que je me suis regardé dans le miroir, je n'ai pas vu une rebelle ou une faiseuse de trouble. J'ai vu une soldate, une femme, quelqu'un qui avait gagné le droit de se tenir où bon lui semblait. J'ai quitté la pièce juste au moment où les invités arrivaient, le murmure des conversations et le cliquetis des verres flottant dans la maison comme de la statique. La cérémonie devait commencer dans moins d'une heure, et Jessica était cachée dans une pièce latérale avec ses demoiselles d'honneur, riant trop fort à quelque chose qui n'était probablement pas drôle. Je me suis faufilé silencieusement dans le hall principal, prenant ma place à l'arrière pour que personne ne puisse dire que j'avais essayé de voler la vedette. Mais quand je suis entré, la réaction a été immédiate. La pièce s'est tue. Un par un, les têtes se sont tournées vers moi, les yeux s'écarquillant en observant l'uniforme bleu marine foncé, les lignes nettes, les métaux scintillant contre ma poitrine. Le photographe, visiblement confus, a légèrement baissé son appareil photo, incertain de savoir si c'était un moment qu'il était censé capturer ou faire semblant qu'il ne s'était pas produit. La famille du marié a regardé comme si elle venait de voir un fantôme ou un scandale marcher debout, et mon père, qui avait passé la majeure partie de ma vie d'adulte à faire semblant que ma carrière était une phase, a baissé les yeux sur ses chaussures comme si elles étaient soudainement devenues la chose la plus intéressante au monde. J'ai marché lentement le long de l'allée latérale, non pas vers l'avant mais vers une chaise vide près du milieu, établissant un contact visuel avec personne et tout le monde en même temps. Je pouvais sentir la chaleur de leur jugement, de leur confusion, de leur inconfort. Cela m'a envahi comme une sorte de temps familier, froid, lourd et parfaitement survivable. Je me suis assise, j'ai croisé les jambes et j'ai joint mes mains sur mes genoux. Pas d'excuses, pas d'explications, juste de la présence. Et pour la première fois depuis des années, je me sentais exactement là où je devais être. Derrière la porte à l'avant de la chapelle, les rires de Jessica flottaient à nouveau, toujours inconsciente, toujours parfaite, mais plus pour longtemps. Les premiers instants après que je me suis assis sur cette chaise pliante blanche et raide ont été baignés dans un silence si fort qu'il résonnait pratiquement, le genre qui fait que même la respiration la plus superficielle se sente comme une interruption.
C'était le genre d'immobilité qui n'arrive que lorsque quelqu'un se présente habillé pour un autre type de cérémonie, une cérémonie non pas construite sur des roses et des alliances, mais sur des règles et des rangs. Je pouvais sentir les regards sur moi avant même de lever les yeux, certains plissés de confusion, d'autres écarquillés d'alarme, mais la plupart se sont fixés quelque part entre la désapprobation et l'incrédulité, comme si ma présence avait transformé leur petit conte de fées en un drame judiciaire. Sans prévenir, l'organiste assise juste à côté de l'autel orné de fleurs cessa de jouer, en plein accord. Les doigts figés en l'air, comme frappés d'une paralysie temporaire, personne ne dit un mot. Personne n'en avait besoin. L'air lui-même s'était épaissi, engorgé d'une tension telle qu'on aurait dit qu'elle allait se rompre au moindre tout. Je n'ai pas souri, je n'ai pas bronché, je ne leur ai rien donné auquel se raccrocher. J'ai simplement ajusté mes médailles parce que l'une d'elles avait légèrement bougé quand je me suis assise et j'ai regardé droit devant moi comme si j'avais plus ma place ici que quiconque, parce qu'au fond de moi, je savais que c'était le cas. J'étais entré dans un endroit où mon existence était considérée comme une perturbation, et je l'avais fait exprès, pas pour gâcher un mariage, pas pour déclencher une bagarre, mais pour enfin cesser de m'excuser pour qui j'étais et ce à quoi j'avais survécu. Il y a une étrange forme de paix à savoir que la pire chose qu'ils puissent penser de vous est déjà quelque chose qu'ils croient depuis des années. On cesse de craindre le jugement une fois qu'on a été assez souvent mal jugé. La porte au fond de la chapelle s'ouvrit en grinçant, et Jessica sortit en tenue de mariée, sa robe blanche brillant pratiquement sous le flot de lumière du soleil filtré par les vitraux. Elle souriait largement, sereine, confiante, alors qu'elle se liait au bras de son père et commençait la lente et traditionnelle descente de l'allée. Son bouquet était une sphère parfaite de rose pâle, son voile tombait comme de la brume sur ses épaules, et chaque détail de sa présentation criait pureté, élégance, contrôle. Mais ce qui me frappa le plus n'était pas son apparence, c'était le fait qu'elle n'avait pas regardé à gauche ou à droite. Elle était trop répétée, trop concentrée sur le fantasme qu'elle avait mis des mois à chorégraphier pour remarquer la fracture assise à 10 rangées de profondeur dans sa performance. Ce n'est qu'à mi-chemin de l'allée qu'elle m'a vu. C'est arrivé au ralenti, la façon dont ses yeux ont papillonné vers ma rangée, la façon dont son menton s'est incliné si légèrement, comme si son cerveau n'arrivait pas tout à fait à enregistrer ce qu'il voyait. Son sourire vacilla, un léger glissement de contenance que la plupart des gens auraient manqué, mais je l'ai attrapé. Ses pas ne se sont pas arrêtés, son corps ne s'est pas retourné, mais son expression a changé juste assez pour fissurer le masque de porcelaine qu'elle portait. J'ai maintenu son regard, fixe et sans excuse, et pendant cet instant bref, ce n'était que nous deux à nouveau, des sœurs enfermées dans un vieux silence amer qui nous avait suivis depuis l'enfance comme une seconde ombre. Quand elle atteignit l'autel, l'officiant commença ses premières phrases, sa voix tremblant légèrement alors qu'il essayait de retrouver le rythme de la pièce. Jessica regarda de nouveau devant elle, le menton haut, mais ses épaules étaient maintenant plus tendues, sa prise sur le bouquet un peu trop ferme. Je me demandais ce qu'elle avait déjà deviné, si elle pensait que c'était une forme tordue de protestation, ou si elle comprenait que je n'étais pas là pour perturber ses vœux mais pour y survivre avec ma dignité intacte. La cérémonie continua, chaque mot semblant avoir été tiré d'une carte de vœux, des promesses d'éternité, des déclarations d'amour, des reconnaissances du destin. Jessica et Daniel répétèrent chaque phrase avec une cadence parfaite, chaque syllabe teintée d'une joie travaillée. J'ai regardé sans cligner des yeux, sans bouger, et à chaque minute qui passait, je me sentais moins comme une intruse et plus comme un miroir auquel elle ne pouvait pas échapper. Chaque fois qu'elle regardait son marié, chaque fois qu'elle jetait un coup d'œil à la foule, je pouvais la voir essayer de ne pas me regarder, essayer de ne pas se souvenir de la boîte cachée dans son placard, ou du nom griffonné sur ce mot taché d'eau que je gardais encore dans la poche de mon manteau comme une boussole morale pointant plein sud. Ce n'est qu'à la réception que tout a vraiment commencé à s'effondrer. La salle de bal était éclairée comme un décor de cinéma, les lustres brillaient, le champagne coulait à flots et les serveurs, vêtus comme des fantômes en smoking, se déplaçaient silencieusement entre les tables. La musique était forte, les rires encore plus, et la mariée était de nouveau en contrôle, faisant sa tournée avec cette grâce calculée qu'elle avait perfectionnée au fil des ans. Je suis resté près du fond de la salle, sans me cacher, mais sans vraiment me mêler aux autres non plus. De temps en temps, quelqu'un s'approchait de moi, généralement quelqu'un du côté du marié, posant des questions polies sur mon service, feignant l'intérêt comme s'il essayait de comprendre si je faisais partie d'une surprise élaborée. Puis les toasts ont commencé. Le témoin a raconté une histoire sur le premier rendez-vous de Daniel avec Jessica, comment il avait renversé du vin sur son pantalon et avait essayé de faire comme si c'était intentionnel. Il y a eu des rires, chaleureux et faciles, le genre qui fait se pencher les gens et sourire comme s'ils faisaient partie de quelque chose de permanent. La demoiselle d'honneur a suivi,
parlant de la façon dont Jessica avait toujours su ce qu'elle voulait, de la façon dont elle planifiait son mariage depuis la 4e année. Encore plus de rire, encore plus de tintements de verre, et puis soudain, de façon inattendue, Jessica s'est levée et a crié mon nom. « Émilie » dit-elle, sa voix douce et les yeux grands ouverts, comme le piège qu'elle était. « N'as-tu pas un toast pour nous ? Après tout, tu as fait une entrée si mémorable. » Quelques personnes ont gloussé, la plupart ont tourné la tête vers moi, impatientes d'une autre surprise, d'un autre rebondissement dans l'histoire. Je me suis levé lentement, chaque centimètre de moi criant de me rasseoir, de me taire, d'éviter de devenir la méchante dans une pièce où je n'avais jamais été autorisée à être l'héroïne. Mais je ne me suis pas assise, je ne me suis pas tue. J'ai pris mon verre d'eau, pas de champagne, pas d'alcool, juste de l'eau simple et je me suis dirigé vers le micro. Je me suis tenu devant une foule qui n'était pas la mienne, à côté d'une femme qui m'avait toujours rayé de son script, et j'ai parlé de la voix la plus calme que j'ai pu trouver. À Jessica et Daniel, ai-je commencé, laissant les mots planer dans l'air juste assez longtemps pour que les gens se penchent en avant. Que votre mariage soit bâti sur l'honnêteté, sur le pardon et sur la capacité de se regarder même quand la vérité est gênante. J'ai fait une pause. Parce que la pureté n'est pas une couleur, ce n'est pas une robe, ce n'est pas un mensonge qu'on porte parce qu'il rend bien sur les photos. J'ai regardé Jessica droit dans les yeux. C'est le courage de vivre avec les choses qu'on a faites et de choisir quand même de s'aimer. Il n'y a pas eu d'applaudissements, il n'y a pas eu de halètement, juste un silence, épais et indéniable, qui s'étendait dans la pièce comme un rideau sur le point de tomber. Et puis, comme si l'univers lui-même avait le sens du timing, les portes de la salle de bal se sont ouvertes en grinçant, et Ryan est entré. Il n'était pas censé être là, nous étions d'accord là-dessus. Mais peut-être qu'il avait besoin de sa propre forme de conclusion, peut-être qu'il avait besoin de voir le fantasme pour ce qu'il était vraiment. Jessica est devenue blanche, plus pâle que la robe qu'elle portait. Daniel s'est levé lentement, la confusion griffonnée sur son visage comme une énigme qu'il ne pouvait pas résoudre. Et moi ? Je me suis éloigné du micro, j'ai remis mon verre et je suis retourné à ma place la tête haute. Il ne s'agissait plus d'un mariage, il s'agissait de ce qui se passe quand la vérité entre enfin dans la pièce et refuse de partir. Le son qui a suivi l'entrée de Ryan n'était pas un chaos immédiat, ni le genre d'explosion cinématographique bruyante de halètements et de verres qui s'entrechoquent qu'on attendrait d'un moment aussi lourd de tension. C'était bien plus troublant que cela. Ce qui a rempli la pièce, c'était un calme étrange et résonnant qui ne s'est approfondi qu'au fur et à mesure que les gens tournaient la tête, un par un, comme des dominos qui tombent au ralenti, le regard de chaque invité attiré vers la porte où il se tenait, maladroit et manifestement incertain s'il devait faire un pas de plus ou simplement disparaître. Il avait l'air plus vieux que je ne me souvenais de lui la veille au soir, comme si le poids du savoir s'était lourdement déposé sur ses épaules du jour au lendemain, alourdissant non seulement sa posture, mais aussi l'expression de son visage, qui oscillait entre l'incrédulité et le regret. Jessica, figée au centre de la salle de bal sous un lustre extravagant, le fixait avec des yeux écarquillés qui clignotaient trop lentement, ses jointures blanchissant autour de son bouquet comme si elle pouvait faire revenir cet homme et tout ce qu'il représentait dans le passé en serrant quelque chose d'assez fort. Daniel, pauvre Daniel ignorant, s'est tourné vers sa mariée avec un froncement de sourcils qui ne contenait pas encore de colère, seulement de la confusion, le genre qui coupe avec un frisson rampant plutôt qu'une gifle. Il regardait Ryan puis Jessica en va-et-vient comme s'il attendait que quelqu'un dise que tout cela n'était qu'une étrange coïncidence ou un ami d'université oublié qui passait avec une bouteille de champagne et aucun sens du timing, mais personne n'a rien dit. Et dans ce silence haletant et étiré, autre chose a rempli l'espace, la compréhension, silencieuse et brutale, se posant sur les épaules de ceux qui remarquaient trop et disaient trop peu. La musique s'était arrêtée, les rires s'étaient évaporés, et il ne restait que le genre de silence réservé aux salles d'attente des hôpitaux et aux verdicts des tribunaux. Jessica, il faut le lui accorder, ne s'est pas effondrée, n'a pas pleuré ou fui la pièce de façon spectaculaire. Au lieu de cela, elle s'est retournée lentement, a posé son bouquet sur la table la plus proche avec une précision qui frôlait la chirurgie, et a marché délibérément, presque calmement, vers Ryan. Pendant un instant, je me suis demandé si elle allait le serrer dans ses bras, pour transformer cela d'une manière ou d'une autre en une reconnexion spontanée avec un vieil ami qui ne voulait absolument rien dire. Mais quand elle l'a atteint, elle a simplement levé les yeux vers son visage avec une expression presque vide, comme si elle attendait qu'il lui livre son destin au lieu de se battre pour lui elle-même. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, et sa voix n'était ni en colère ni effrayée, elle était plate, si dépourvue d'émotion que cela refroidissait en quelque sorte la pièce. Ryan ne répondit pas tout de suite. Il jeta un coup d'œil vers moi, et je ne bougeais pas.
Je n'allais pas la sauver, pas de ça, plus maintenant. J'avais fait assez de protection dans ma vie, protéger la famille de ma douleur, protéger mes parents de la vérité sur leur favoritisme, protéger ma sœur de devoir un jour affronter les conséquences des mensonges qu'elle tissait comme de la soie. Pas aujourd'hui, pensais-je. Je pensais que tu voudrais savoir que j'ai reçu le message, dit-il finalement, sa voix assez douce pour que seules les personnes les plus proches de lui puissent l'entendre, mais l'onde de tension qu'elle provoqua se répandit rapidement. Et j'ai pensé que peut-être il méritait aussi de savoir. Il regarda Daniel en disant cela, et j'ai vu la couleur s'estomper du visage du marié comme un coucher de soleil inversé. Daniel se tourna vers Jessica avec une question dans les yeux, mais elle parla avant qu'il ne puisse la poser. Il ne veut rien dire, dit-elle rapidement, trop rapidement, sa voix craquant juste sur les bords. C'est une erreur. Il n'est pas censé être ici. C'est juste un ex de l'université, quelqu'un avec qui je suis sorti pendant quelques mois avant de te rencontrer. Ryan ne la corrigea pas, il n'avait pas besoin de le faire. Le poids de l'omission était plus lourd que n'importe quelle accusation aurait pu l'être. La voix de Jessica monta d'un ton, ce ton familier qu'elle utilisait quand elle sentait que son contrôle lui échappait. Émilie l'a invitée, évidemment, dit-elle, se tournant vers moi avec un regard noir qui aurait pu couper à travers l'acier s'il n'était pas si finement voilé de désespoir. Elle essaie de gâcher ça depuis le début. Je me suis levé alors, lentement, calmement, et je me suis dirigé vers elle, pas pour me réjouir, pas pour crier, mais pour finir ce que j'avais commencé. Quand je me suis arrêté à quelques pas d'elle, je l'ai regardée, pas avec haine, pas avec vengeance, mais avec quelque chose de plus froid, la certitude tranquille de quelqu'un qui a finalement renoncé à attendre l'honnêteté d'une menteuse habituelle. J'ai sorti le mot plié de ma poche, celui avec son écriture, celui qu'elle croyait disparu, et je l'ai posé sur la table la plus proche sans un mot. Ryan y jeta un coup d'œil mais ne le toucha pas. Daniel ne détourna même pas le regard de Jessica. Pas de discours, dis-je finalement, ma voix basse et égale. C'est ce que tu as demandé, n'est-ce pas? J'ai fait un pas en arrière, j'ai tourné le dos à la pièce et je me suis dirigé vers les portes. Au fur et à mesure que je me déplaçais, la musique a lentement repris, un digi nerveux essayant de colmater la brèche de la nuit avec un doux instrumental, l'équivalent audio de balayer des éclats de verre sous le tapis. Dehors, l'air était plus frais que je ne m'y attendais. Je suis resté un moment dans le parking en gravier, regardant le vent faire voler des bouts de confetti sur l'asphalte comme des célébrations ratées. Je n'étais pas en colère, je n'étais pas fier, j'en avais simplement fini. Fini avec le rôle qu'ils avaient écrit pour moi, fini d'être l'enfant à problème, la fille brisée, le bouc émissaire qui absorbait la honte pour que tous les autres puissent briller un peu plus. Qu'ils comprennent qui ils étaient sans que je soutienne le mensonge. Ryan sortit quelques minutes plus tard, marchant lentement avec les mains enfoncées dans les poches de son manteau, comme s'il n'était pas sûr de devoir dire quelque chose ou simplement continuer son chemin. Quand il m'atteignit, il s'arrêta, regarda la voiture près de laquelle je me tenais, puis me regarda de nouveau. Tu n'étais pas obligé de faire ça comme ça, dit-il, sans accuser, sans juger, juste en observant. J'ai hoché la tête. Non, mais si je ne l'avais pas fait, elle ne se serait jamais arrêtée. Il inclina légèrement la tête. Tu crois que tu as gagné? J'ai regardé la salle illuminée derrière nous, où la fête continuait comme une machine qui avançait malgré des pièces manquantes. Je ne pense pas qu'il y avait quoi que ce soit à gagner, ai-je finalement dit, mais je n'ai pas perdu. C'est suffisant. Il ouvrit la bouche pour répondre, puis y repensa, et après un moment de compréhension silencieuse partagée, il se tourna et s'éloigna. Je l'ai regardé partir, puis je suis monté dans ma voiture de location, l'uniforme rigide contre le siège mais d'une certaine manière plus confortable que tout ce que j'avais porté dans cette maison depuis des années. Je suis resté assise là un moment, laissant le moteur tourner au ralenti, regardant les silhouettes des gens derrière les fenêtres aux rideaux continuer à boire et à danser et à faire semblant. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas souri. J'ai juste quitté le parking lentement, laissant derrière moi la musique, les fleurs, les lustres et les ruines du mensonge blanc de quelqu'un d'autre. Et alors que je conduisais sur cette route familière, devant les chaînes et les clôtures usées par les intempéries du quartier où j'avais passé toute ma vie à être à moitié vu, à moitié entendu, j'ai réalisé quelque chose d'étrange, pour la première fois depuis des années, je ne fuyais pas. J'allais simplement ailleurs, quelque part que j'avais choisi, quelque part d'honnête. Quoi qu'il arrive, ce serait à moi, et ça, pour une fois, ressemblait à une sorte de liberté qu'il ne pourrait jamais m'enlever.